Sud Radio, Berkov dans tous ses états. No, Macron is a very nice guy. Macron. Et je vous invite tous à faire 30 minutes chaque jour au moins de sport. J'espère plus si vous le pouvez, mais au moins 30 minutes par jour. No, you cannot do that, Donald. You cannot do that. Le chat de la voisine qui mange la bonne Pas droit, interdiction de s'exposer sur les réseaux sociaux. Voilà, interdit. Voilà. Il n'y a pas de. Elle fait des snaps, elle fait des TikTok avec sa tête, etc. Non, je vais la préserver. Nous sommes en guerre. Et oui, nous sommes en guerre et la guerre n'est pas joyeuse, mais on est guerre sur tous les fronts. Et on va en parler, et on va demain, je vous annonce ça parce que auditeurs de Sud Radio, résistants de Sud Radio, restez avec nous. Demain, on va parler de l'Allemagne et de ce qui se passe aujourd'hui en Allemagne qui est tout à fait extraordinaire. La mobilisation massive des agriculteurs est en train de paralyser toute l'Allemagne. C'est quelque chose d'étonnant. C'est une première en Europe depuis très longtemps. On va en parler demain, mais aujourd'hui, la Cour des comptes, Pierre Moscovici, on va en parler avec l'avocat spécialiste du droit pénal Jean-Marie Viala. Pourquoi ça a été mis sous le boisseau pendant quelques jours? Eh bien, vous le saurez. C'est très, très, très intéressant. Et ensuite, nous allons parler évidemment d'Anne Hidalgo et des Jeux Olympiques qu'Emmanuel Macron, avec les gants de boxe, avec le punching ball, nous a annoncé. Les Jeux Olympiques sont là. Le sport doit être l'horizon indépassable de la France et il le sera. D'ailleurs, ici, je peux vous dire que Manu, Thibaut Sadler, Esteban Rania font du sport du matin au soir, du soir au matin, pour être absolument dans les idéologie de notre chef, de notre conducateur, le soleil rouge de notre cœur, Emmanuel, bien sûr. Et puis, nous allons parler évidemment de cette piscine olympique, nous allons parler de tout le reste, et puis des histoires qui sont passées très intéressantes entre Trump et Macron, d'après Donald Trump. Il va nous raconter une histoire très drôle, et puis vous allez écouter les féministes, oui, les nouveaux féministes, comme Adèle sur TikTok. Voilà, c'est la nouvelle manière de pratiquer le féminisme, intéressant aussi. Et puis nous allons recevoir Thérèse Argot. Thérèse Argot est sexologue, elle va nous dire, le porno, c'est mal, c'est très très mal, c'est encore plus mal. C'est ce pelé, ce galeux d'où vient tout le mal, le mal. À tout de suite. C'est Brigitte Lahaie. Pour cette nouvelle année 2024, n'oubliez jamais que vous êtes la personne la plus importante. Alors faites-vous plaisir et accordez-vous vos désirs les plus chers. Bonne année avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Et moi, je ne sais pas si j'aime beaucoup, et je pense que vous êtes d'accord, avec ce rapport de la Cour des comptes, ce qui s'est passé effectivement, comment on l'a enterré, en tout cas comment on l'a retardé. C'est très intéressant, on va en parler tout de suite, et vous allez voir, c'est un vrai thriller, et la Constitution est en jeu. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Et Johnny, oui, il fait ce que je dis, il fait pas ce que je fais, effectivement. On peut se poser des questions à propos de ce fameux rapport, effectivement, ce rapport extrêmement important, justement, sur la politique de lutte contre l'immigration irrégulière en France. On en parle, il y a eu, comme vous le savez, cette discussion sur la loi, le projet de loi sur l'immigration, les OQTF, etc. Beaucoup de choses à dire. Alors, c'est intéressant parce que les sages de la rue Cambon, et donc on fait ce rapport, les sages de la rue Cambon. Et le premier des sages de cette rue Cambon, le premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, était l'invité de Darius Rochebin sur LCI vendredi soir, l'avant-vendredi dernier. Et écoutez la question de Darius Rochebin et la réponse de Pierre Moscovici. Est-ce qu'il est vrai que vous avez retardé la publication du rapport pour ne pas entrer en collision avec la discussion sur la loi immigration? Oui, j'ai vu quelques tweets un peu excités de personnes que je respecte, mais qui, je pense, se sont fourvoyées en me critiquant. C'est une décision que j'ai prise personnellement, et je l'assume totalement. Ce rapport, d'abord, la Cour publie ses rapports, elle les publie quand elle le veut. Nous avions programmé de le faire le 13 décembre. Il se trouve que le 13 décembre, c'était le surlendemain du vote de la motion de rejet de la loi sur l'immigration. Je ne sais pas si vous imaginez un tel rapport qui sort à ce moment-là, et 3 jours avant la commission mixte paritaire, qu'est-ce qu'on aurait dit ?
Vous imaginez, d'abord la Cour des comptes fait ce qu'elle veut, elle rend le rapport quand elle veut. Hein. Alors vraiment, circuler, mortel, n'appuyez pas. Et puis deuxièmement, vous imaginez, on était au sein de la discussion sur le rejet du projet de loi ou pas, et puis la commission paritaire. Imaginez que ce rapport sorte à ce moment-là. Jean-Marie Viala, vous êtes avocat, vous êtes spécialiste du droit pénal. Alors dites-moi, la Cour des comptes, ce rapport, cette manière de dire, écoutez, je l'ai publié quand je veux, je l'ai publié 2 semaines après, parce qu'il fallait surtout pas parler de ce sujet qui était le sujet du rapport. Oui, d'abord bonjour André, ça fait longtemps qu'on s'était pas vu. Ce qui me gêne dans cette affaire de Moscovici, c'est le non-respect du droit. C'est-à-dire, ça me gêne beaucoup parce que depuis longtemps on en parle, nous en parlons tous les deux, du côté moralisateur qui est donné par certains, et beaucoup d'ailleurs. Mais là, on est dans un cas flagrant qui est celui d'un personnage important du droit, président de la Cour des comptes, qui est en fonction de la Constitution française déterminé dans son rôle. Et ce président-là traite avec morgue et légèreté à M. Rochebin, qui lui fait pourtant une très bonne question, la réponse qu'il lui fait. C'est-à-dire que la loi, il s'en moque, la Constitution française, il s'en moque. Alors, je ne vais pas embêter les auditeurs de Sud Radio, mais l'article, il devrait d'ailleurs aller le voir quand même, parce qu'il est important que que l'article 47.2 de la Constitution, ils sauront exactement de quelle manière M. Moscovici a violé la loi, et particulièrement encore la loi constitutionnelle, qu'on ne vienne pas demain nous donner des leçons après sur le fait que le petit peuple de France a quelques réserves quant à l'application des lois. Alors que dit cet article 47.2, parce que vous dites carrément, vous, Jean-Marie Viala, que Pierre Moscovici a violé la Constitution. Ah ben le 47.2, je vais vous le lire parce que ça prend 2 secondes. J'ai amené parce que je ne veux pas qu'on puisse penser que je me suis trompé dans ma mémoire. Allez-y. La Cour des comptes assiste le Parlement. Donc déjà, première violation. Il n'a pas donné ce rapport pour assister le Parlement comme la Constitution l'y oblige. Dans le contrôle de l'action du gouvernement. Vous vous rendez compte? Deuxième violation. Elle assiste le Parlement et le gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et de l'application des lois de financement dans la sécurité sociale, ainsi que dans l'évaluation des politiques publiques. Par ses rapports publics, elle contribue à l'information des citoyens. Voilà ce que la Constitution donne comme pouvoir et obligation. Alors pour des gens qui souvent nous parlent des droits, voilà, ils ont des droits mais aucun devoir. Oui, parce que c'était justement le moment où il fallait sortir le rapport, au moment où le Parlement, les représentants du peuple, je le rappelle, discutaient de ce projet de loi. Sauf à nous faire comprendre que le Parlement n'a plus aucune importance dans l'esprit politique des personnes qui nous gouvernent. On peut se poser en tout cas la question, Jean-Marie Viala. Nous, avocats, nous la posons de plus en plus, parce que sur le plan de la justice, nous sommes en interrogation perpétuelle sur les décisions ou l'absence de décision. Et je faisais remarquer hier à mes collaborateurs dans mon cabinet, parce que je suis ami avec des juges d'instruction remarquables, qui m'ont écrit pour me souhaiter mes bons vœux, et j'ai regardé tout le monde en me disant, voyez, c'est à cause de ces magistrats-là que je reste encore dans mon métier. Alors justement, parlons-en d'abord. Quand vous dites, allons peut-être plus loin dans les précisions, c'est-à-dire que il décide, enfin, on peut se dire que c'est lui qui a décidé, il le dit d'ailleurs très bien. Et dites-moi par rapport d'ailleurs, un parlementaire comme Laurent Wauquiez, justement, a fait ce tweet, je voudrais juste vous le citer. Pierre Moscovici revendique, d'ailleurs il vous rejoint de ce point de vue-là, Jean-Marie Viala, Pierre Moscovici revendique d'avoir délibérément retardé la publication d'un rapport de la Cour des comptes afin que ses conclusions ne puissent être connues lors du débat parlementaire sur la loi immigration. C'est un manquement grave à notre démocratie et aux obligations constitutionnelles les plus élémentaires qui s'imposent à la Cour des comptes. Son premier président doit démissionner, dit Laurent Wauquiez. Vous pensez la même chose? Vous pensez qu'il doit démissionner?
Je vais vous paraître un peu plus pervers, mon cher André. Je pense que s'il ne veut pas démissionner, c'est pas grave. Mais c'est le président de la République qui l'a nommé, qui devrait le jeter dehors de cet endroit dans lequel il a manifestement et officiellement violé les règles pour lesquelles il avait été nommé. Et alors, c'est Emmanuel Macron qui a nommé Pierre Moscovici. C'est en 2020 Emmanuel Macron qui a nommé Monsieur Moscovici premier président de la Cour des comptes. Et alors, dites-moi, comment il se fait que il prend, à votre avis, à l'intérieur de la Cour des comptes, on ne va pas. Est-ce qu'il y a des gens qui peut-être trouvent ça pas très sain? Enfin, j'imagine, et en fait, on n'entend pas du tout, à part, effectivement, les politiques, et quelques tweeters, d'ailleurs, Moscovici dit, mal avisé, etc. Et qu'il respecte. Mais qu'il respecte, oui, absolument, oui, c'est très intéressant. Oui. Alors, je rappelle de quoi, ce que dit ce rapport, notamment, on rappelle ceci, il n'y a que sur les OQTF, vous savez, les fameuses obligations de quitter le territoire français, il n'y a pas 10% de ces OQTF qui sont appliqués. Même pas 10%, en fait c'est 6 à 7%. Hein. Selon, effectivement, il dit qu'il faudrait mieux organiser les services de l'État, etc. Je rappelle que le coût annuel de ce contrôle des frontières, etc., est de près de 2 milliards d'euros par an, 1,8 milliard d'euros par an, pour ce résultat magnifique des obligations, enfin quand on dit obligations, ricanons un peu, de quitter le territoire français. Et on voit, il témoigne de l'impuissance de l'État en matière de lutte contre l'immigration irrégulière. Mais à ce moment-là, Jean Van Rivière, on comprend. Comme ce rapport était assez accablant pour la gestion de l'État, ils se sont dit, écoutez, c'est pas le moment de déplaire au prince qui nous gouverne. Est-ce que c'est ça, à votre avis ? Ah, mais c'est plus que mon avis, c'est la réalité. C'est la réalité, une espèce de coup d'État juridictionnel. Voilà. Vous allez jusque-là ? Je vais jusque-là parce que je ne veux pas croire à la connivence de certains parmi les plus hauts dans notre État. Je veux croire à la soumission, à une espèce de reconnaissance peut-être, d'une part des origines du parti duquel il provient, mais aussi des raisons pour lesquelles il a été désigné, et il s'est dit, je ne vais pas prendre la responsabilité de faire ci. Or, j'en reviens toujours à l'élément principal, et c'est en tant qu'avocat que je suis là aujourd'hui, et non pas en tant qu'homme politique. L'élément principal, c'est le respect du droit. C'est ce qui nous manque depuis maintenant près de 10 ans. Le respect du droit. Et vous dites qu'ici, le droit n'est pas respecté ? Absolument pas, mais c'est une habitude. D'ailleurs, quand vous parlez des OQTF, le droit n'est pas appliqué. Alors on va vous sortir que c'est parce qu'il y a des accords entre l'Algérie et la France qu'il faudrait revoir, que les laissez-passer consulats et tout ça. On sait très bien qu'on a les moyens, et depuis longtemps, de faire plier les personnes et les pays qui ne veulent pas récupérer leurs ressortissants, mais nous ne le faisons pas. Et là, pourtant, quand on le fait pas, c'est encore de la morale politique, mais ça n'a rien à voir avec le droit. Le droit seul doit compter, et il serait temps que la France, demain matin, se remette à avoir des gens qui font du droit, appliquent le droit, que nous fassions enfin, nous, avocats, notre métier, nous défendons nos clients, même en contournant le droit. Mais ça n'est pas nous qui rendons les décisions, ce sont les magistrats qui rendent les décisions, et vous savez, je le rappelle souvent, ils rendent les décisions au nom du peuple français, ils n'en ont pas la légitimité, parce que leur seule légitimité, c'est un diplôme, mais c'est pourtant en notre nom qu'ils rendent leurs décisions. Eh bien, j'aimerais bien qu'au moins ils le rendent en fonction du droit, comme M. Moscovici ne l'a pas fait en ce qui concerne la Constitution. Si je vous écoute bien, en fait, le droit, l'état de droit a été remplacé, ou en tout cas, est très ébréché et attaqué par le droit de l'État. Ce n'est plus l'état de droit, c'est un peu les droits de l'État. Je vous laisse la responsabilité de cette déclaration qui est extrêmement grave, mais si je dois dire une chose sur le plan amical à André Berkoff, pour lequel j'ai beaucoup d'estime, je partage totalement son avis sur cette question. Donc, écoutez, ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que notre président, en 2019,
Je rappelle, il avait été interrogé, je crois c'était au cours d'un entretien avec l'hebdomadaire Valeurs Actuelles. Il a dit « Je vais assurer l'exécution de 100% des OQTF » et Pierre Moscovici lui-même, le président de la Cour des comptes, pourtant qui a fait ce qu'il avait fait, il dit que c'est une prétention fantasmatique. Est-ce qu'il a raison là-dessus? C'est une prétention fantasmatique. Quand on veut défendre un sujet, on a le droit de dire n'importe quoi. Hein. D'ailleurs, c'est un droit fondamental pour la défense. Hein. Il l'a exercé, c'est-à-dire que le meilleur moyen de noyer un poisson, c'est de ne pas lui donner d'eau, contrairement au fait qu'il faudrait lui en donner trop pour qu'il se noie. Si vous voulez, on annonce ces choses-là, ça fait plaisir à tout le monde. Et puis le malheur, c'est qu'on ne peut pas y arriver parce qu'on ne veut pas y arriver. Et donc, c'est très facile après de trouver des gens qui viennent vous épauler et dire, mais c'est parce que c'était fantasmagorique. Ouais. Mais si vous voulez, ce sont des situations, pardon d'être un peu en colère comme ça avec vous aujourd'hui, mais je dois vous dire que, à titre personnel, en tant qu'avocat, je tolère de moins en moins les choses dont on est en train de parler aujourd'hui, et je fais peut-être vous faire plaisir en vous disant, contrairement à ce que certains ont pu dire qui aujourd'hui pourtant ont des postes importants dans la justice, en disant que la justice n'était pas bonne, que c'était sa faute. Il y a dans la justice des magistrats remarquables et il y a aussi des avocats remarquables et ils partagent exactement le point de vue qui est le mien aujourd'hui. Ce qui m'ennuie, c'est que certains magistrats quittent ce métier aujourd'hui, justement, parce qu'ils en ont marre de ces choses-là. Je dois vous dire que je vais continuer à faire ce métier. J'ai la chance de voir mon fils, d'ailleurs, qui me rejoint sur ce plan-là, et je sais qu'il aura la même grande gueule que j'ai aujourd'hui, et je suis pas prêt de ne pas l'avoir, parce que je reconnais véritablement être exaspéré par cet état de manque de droit dans lequel on ne peut même plus faire notre métier, puisqu'on finira par dire application de la loi, puisqu'elle n'est pas appliquée. Merci Jean-Marie Viala. Écoutez, en tout cas, votre grande gueule, on la connaît, on l'apprécie et on continuera de l'apprécier. Je vous remercie André. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Dans tous mes états, effectivement, parce que ils arrivent. Qu'est-ce qu'il a? Les Jeux Olympiques, vous imaginez, moins de 200 jours. On ne dort plus, on dit qu'est-ce qui va se passer mondialement, un peu partout. La France et le monde aura sur la France les yeux de Chimène. Mais à quel prix? Il y a quand même quelques cailloux dans la chaussure, même si elle est de sport. Écoutez. Sud Radio André Berkov. Ça balance pas mal. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. D'Olympie vont voler de clocher en clocher jusqu'à Notre-Dame. Enfin reconstruite. Effectivement, écoutez, tout le monde espère, ça va être une très belle fête, on parle de sécurité, tout ça, enfin, allez, ne boudons pas notre plaisir, sauf que, quand même, posons-nous des questions. Alors, déjà, le président, vous l'avez écouté ce matin, vous avez vu ce magnifique, il était en tenue de sport, le punching ball à côté, les gants de boxe étaient là, et voici ce que d'un air martial, il nous a annoncé. Bonjour à tous, on est à J-200 des Jeux Olympiques et Paralympiques. Nous allons accueillir en France des Jeux Olympiques et Paralympiques les plus décarbonés de l'histoire, des Jeux verts qui respectent les accords de Paris. On va accueillir les Jeux paritaires avec autant de sportifs que de sportives. On aura des délégations de sportifs olympiques et paralympiques d'exception avec, je l'espère, beaucoup de médailles françaises. Et puis on accueillera des Jeux Olympiques et Paralympiques partout sur le territoire français, de Paris à Marseille, en passant par Tahiti, et au total plus de 70 collectivités territoriales. C'est dans 200 jours, ça commence maintenant. Alors pour ça, on a une grande cause nationale cette année, c'est le sport. Bravo, grande cause nationale, le sport. Vous voyez, ce qui est bien chez Emmanuel Macron, c'est qu'il coche tout de suite toutes les cases. La première, évidemment, c'est... Et je ne dirais pas qu'elle est wokiste, non, c'est la parité, sportive. Nous serons un peu partout. Nous allons effectivement parler absolument de tout et nous serons dans tout le territoire français, Tahiti compris, bravo. Mais le problème, c'est que il y a quand même des choses
dérange. Quoi ? Eh ben, écoutez, par exemple, les épreuves de natation en ligne n'auront pas lieu au centre aquatique olympique, mais dans un stade de rugby. Attendez, problème là, puisqu'il y avait une piscine olympique qui était prévue à Saint-Denis, qui a été faite à Saint-Denis. Alors, je vous fais tout de suite, là, très très rapidement l'historique. Elle était censée coûter 67,8 millions d'euros dans le dossier candidature. Le projet définitif en septembre 2017, estimé surmonté à 90 millions, mais aucun géant du bâtiment ne pouvait le faire. En avril 2018, un rapport de l'inspection générale des finances évalue le dossier à 260 millions d'euros, 67,8, rappelez-vous, 90 millions, 260 millions, mais heureusement un consortium emmené par Bouygues emporte finalement le marché pour 174 millions en avril 2020. Bien, formidable, la piscine est construite. Simplement, mais pour ça, mais qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ce tarif ne comprend pas l'édifice de 17 000 places initialement envisagé. Oui, le groupe a construit effectivement une piscine avec 5 000 places pour les spectateurs. 5 000 places. Et alors, 5 000 places. Ah non, la Fédération internationale n'accepte que les enceintes de plus de 15 000 places. Donc, on a fait une piscine qui a coûté 174 millions d'euros, on ne pourra même pas s'en servir. Évidemment, ça fera une merveilleuse piscine municipale pour Saint-Denis, mais en attendant, c'est quand même extraordinaire, quoi. Je veux dire que alors voilà, ça va se passer où ? Eh bien, ça va se passer dans un stade de rugby où on pourra accueillir un peu plus de monde. C'est intéressant, hein ? Eh bien, voilà, c'est pas possible, hein ? Impossible, trop cher. Alors, Aurélien Véron, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller de Paris, vous êtes membre des Républicains, élu à Paris dans la liste Changer Paris, avec le parti de Rachida Dati. Donc, je suppose que vous n'êtes pas d'un enthousiasme total par rapport à cette érection de piscine. Alors, cette piscine n'est pas à Paris, donc déjà, on se sent moins concerné en tant que Parisien, mais les couacs de cette nature, on en vit énormément. Et je pense que l'inquiétude, elle n'est pas seulement sur cette propension française à jeter de l'argent dans des projets qu'on ne maîtrise pas du tout dès le départ et qu'on maîtrisera encore moins à l'arrivée. Et celui-là est perdu, enfin, il sera pas complètement perdu. Mais dans le budget d'investissement, on a négligé les frais de fonctionnement des années à venir. Qui va payer ? Est-ce que Saint-Denis va s'offrir les frais de fonctionnement d'une piscine olympique gigantesque ? Donc, comme le Stade de France, on va sans doute perdre des dizaines ou des dizaines de millions chaque année d'entretien. Le Stade de France, le Grand Stade de France, c'est 1 milliard de coûts pour le contribuable depuis sa création. Combien coûtera la piscine ? 1 milliard par... 1 milliard depuis 25 ans. Depuis 25 ans. Le Grand Stade de France. C'est ce qui a coûté en net. D'accord. Parce qu'il n'y a pas d'équipe attitrée. Donc, combien coûtera cette piscine sur les 10-15 ans à venir ? C'est un coût supplémentaire aux 175 millions non prévus. Mais au niveau de Paris, on a d'autres... vous parliez de cailloux dans la chaussure. C'est plus des cailloux, là. On a une chaussure de cailloux, en fait. Hein. On n'avait plus de place pour le pied. Dans cet équilibre précaire entre des pouvoirs locaux et le pouvoir, l'État, et le ministre des Sports et Emmanuel Macron, dont c'est le bébé, il y a plusieurs couches. Et il y a un gros caillou qui s'appelle Anne Hidalgo et qui a choisi de ne pas jouer le jeu. D'abord... Dans quel sens ? Oui. Son adjoint à la voirie, et la voirie c'est quand même la circulation des équipes, les aménagements, ne connaissait même pas les dates des Jeux Olympiques il y a 2 mois. Donc son adjoint à la voirie n'est pas au courant des dates et ne veut pas que ces Jeux Olympiques soient internationaux. Il demande que ce soit réservé aux Européens qui viennent en train, pas d'accès en avion. On a quand même 206 pays qui se présentent aux Jeux Olympiques. On n'imagine pas ces Jeux Olympiques sans avion. Donc déjà, son adjoint numéro 1, le numéro 2 de la mairie de Paris, est contre ces Jeux. Il est contre ces Jeux, il ne veut pas participer à l'aménagement de la voirie, dont la circulation pour les Parisiens va être infernale. On parle de la fermeture de la place de la Concorde au mois de juin, du Trocadéro. Vous imaginez, plus de place de la Concorde pour les voitures. 1er juin, il disait, oui. 1er juin, plus de place de la Concorde. L'axe nord-sud et est-ouest, terminé. C'est bloqué aux voitures. Fermé aux voitures. Il y aura les cyclistes, les piétons, mais les voitures, c'est terminé. Les livreurs, les commerçants, les hôtels, les taxis, comment circulent-ils ? Les bus ? Rien n'est prévu. Le plan de circulation qui devait être fourni aux Parisiens mi-octobre par la mairie de Paris a eu 2 mois de retard. Pourquoi ? Parce que Madame Hidalgo était à Tahiti pour voir cette fameuse vague de surf, et puis surtout sa fille. Donc, on a perdu 2 mois les hôtels, les commerçants, les livreurs, la logistique. Comment on s'organise quand on perd les 2 mois importants pour planifier ? Est-ce qu'on ouvre le commerce ou on ferme ? Beaucoup de restaurants vont fermer pendant les Jeux Olympiques par crainte de désorganisation générale. Donc, ce que je veux vous montrer, c'est que la ville de Paris est devenue un chaînon faible dans l'ensemble du filet que vous avez décrit, avec des couacs comme cette piscine olympique qui servira à rien, en tout cas pas aux Jeux Olympiques.
Donc c'est un partenaire qui en plus critique la bande. C'est-à-dire que c'est un travail collectif, avec le ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, avec Macron, etc. Elle dit on ne sera pas prêt. C'est dire ça en décembre, lorsque toute l'organisation aborde les 6 derniers mois, c'est quand même cruel. Donc on a dans cette organisation générale une strate qui est Paris, c'est quand même 2 millions d'habitants, 100 km², où se passera pratiquement 3/4 des événements olympiques, qui ne joue pas le jeu et qui fait de l'obstruction. En sport, quand on fait de l'obstruction avant même de commencer la partie, oui, mais ça devient compliqué pour tout le monde. Je vous trouve très sévère parce que, par exemple, elle a, en fonction de ce qui pouvait se passer du point de vue sécurité, elle a supprimé les bouquinistes pendant 2-3 mois. On a enlevé les bouquinistes. C'était Blaise Cendrars qui disait Paris, la Seine, Paris est la seule ville au monde où il y a un fleuve entre 2 rangées de livres. C'est vrai. Les bouquinistes sont en train de sauter. Des tests ont déjà été commencés et la crainte des bouquinistes, c'est de ne pas retrouver leur boîte à l'arrivée puisque ça gêne. Mais vous imaginez que ces Jeux Olympiques alors c'est vrai que si on met dans la balance cette cérémonie d'ouverture, elle est très ambitieuse, elle est unique, elle va marquer le monde. C'est beau d'ailleurs. Si on y arrive, ben, j'espère qu'on va y arriver. Il y a des plans A, on dit pas plan B, on dit plan A bis et plan A terre, mais enfin il y a d'autres plans si jamais. Mais ça va mobiliser énormément de policiers, l'armée, ça va sans doute paralyser tous les festivals estivaux qui vont être bloqués parce qu'il n'y aura pas de force de sécurité pour les garantir, donc ça veut dire que des régions entières risquent de souffrir, c'est un enjeu qui n'a pas été rappelé, et puis les bouquinistes qui risquent de sauter. Et je crois que les bouquinistes, comme vous le disiez, ça fait partie de l'âme de Paris. On ne vit pas Paris sans les bouquinistes, on a besoin d'eux. Jérôme Calais, le président de l'association des bouquinistes, a lutté pendant des mois, et on était à leur côté, ces bouquinistes, pour faciliter leur vie, les conserver, ça ne gêne pas. On parle de 4 boîtes par bouquiniste fois 150. C'est pas paralysant. C'est pas ça qui va changer la chose. Mais alors je vais vous dire, quand même, il faut reconnaître à Anne Hidalgo quelque chose, c'est qu'elle a vu le poids extraordinaire de l'énergie solaire. L'énergie solaire, quand même, je crois que moi, alors vraiment, quand j'ai écouté ça, je me dis, mais enfin, elle a tout compris. C'est vrai que c'est ça le plus important, c'est que nous, ici, dans ce studio et un peu partout, nous produisons une énergie extraordinaire qui va changer la figure des Jeux Olympiques. Écoutez Anne Hidalgo. Les routes sur lesquelles nous aurons, par exemple, à faire circuler la voie olympique. C'est cette voie qui permet d'acheminer les officiels, mais aussi les athlètes. Eh bien, ça sera sans aucun doute une voie sur laquelle il y aura des capteurs solaires qui récupéreront et l'énergie du solaire, mais sans doute aussi l'énergie de celles et ceux qui se déplaceront sur cette route-là. On va voir des équipements sportifs d'ici 2024 où on va récupérer l'énergie des joueurs et l'énergie des spectateurs pour le fonctionnement de ces équipements. Alors voilà, moi je rappelle que c'est une déclaration qui date de 2017, effectivement, il y a 6 ans, enfin, et c'est intéressant parce que moi j'ai appris le potentiel, je ne savais pas que moi je pouvais émettre cette énergie extraordinaire, donc les spectateurs, les millions de spectateurs qui vont être là, mais on n'aura plus besoin des centrales nucléaires, ça va être une énergie fabuleuse qui va être dégagée un peu partout, les spectateurs, les sportifs, les joueurs, mais ça va être énorme. Aurélien Véron, vous n'êtes pas en admiration devant ce genre de déclaration? Non seulement je suis admiratif, mais j'ai un seul regret, c'est que si l'hôtel de ville était une éolienne, Paris serait en autonomie énergétique. Ça brasse du vent toute la journée, sans connaître les dossiers, sans connaître les dates, sans connaître les chiffres. Vous êtes dur, là. Je rappelle que la mairie de Paris, qu'on entend tant sur les Jeux Olympiques, qui critique tout le monde, qui n'organise rien, qui n'est pas là pour fixer le plan de circulation en octobre quand les commerçants l'attendent. Je parle même pas des Parisiens, des habitants qui sont méprisés et qui passent après les touristes. Quand Anne Hidalgo nous parle tant des Jeux Olympiques et fait d'obstruction, Paris, c'est 30 millions d'euros de budget, je parle payé par la ville, sur 8 milliards. Paris va dépenser 150 millions, 85 de fonctionnement, 70 d'investissement. Pour les Jeux Olympiques, vous parlez. Pour les JO. Oui, pour les JO. Et Paralympiques, mais elle reçoit 125 millions de l'État. Donc la ville de Paris ne consacre que 25 millions d'euros, même pas 30, 25 millions d'euros. Vous entendez le bruit qu'elle fait et la nuisance qu'elle cause à l'ensemble de l'organisation pour seulement 25 millions sur 8 milliards de budget dans l'ensemble. Donc, elle a réussi à prendre une place démesurée avec un creux d'organisation totale.
On voit bien que la voirie n'est pas gérée du tout par la ville de Paris. La Coupe du Monde de rugby, en septembre dernier, vous avez circulé à Paris. Vous avez vu le cauchemar que c'était chaque soir qu'il y avait un match. La place de la Concorde a paralysé tout Paris. Oui. Donc quand vous fermez une place comme la Concorde, si vous n'avez pas un plan de circulation organisé derrière, et la mairie de Paris, non seulement n'a pas de plan de l'organisation de la circulation, elle veut tuer la circulation. Je pense que c'est un sujet qu'on connaît tous. C'est-à-dire que quand vous voulez rouler à Paris, elle veut vous empêcher de rouler. Elle va profiter des Jeux Olympiques pour semer le chaos total. C'est pour ça que des commerçants s'inquiètent. Comment les clients vont arriver à leurs hôtels autrement qu'en trottinette ? Le métro, on a heureusement beaucoup de lignes de métro, quand elles fonctionnent. Leurs valises, ils les mettront... Mais les valises, vous faites comment ? Les personnes âgées, les PMR. Donc si vous n'avez plus de rues à Paris qui circulent avec des feux rouges qui durent 12 secondes, des carrefours mal conçus, et la volonté de David Béliard, son adjoint, de bloquer la circulation, ça va être un cauchemar d'organisation. Les voies qui vont être réservées aux organisateurs, notamment sur le périphérique, devrait être pérennisé par la mairie de Paris. Vous imaginez le périphérique après les JO avec une voie de moins. C'est pas les Parisiens qui vont souffrir. Le pire n'est pas toujours sûr, Olivier Véran, quand même. C'est pas seulement les Parisiens, c'est toute l'Île-de-France qui va sans doute subir un contre-choc énorme de ces Jeux Olympiques conçus par Anne Hidalgo, qui encore une fois ne contribue pratiquement pas au budget des Jeux Olympiques. Oui, sauf à Tahiti quand même, elle est allée à Tahiti. Elle s'est offert un joli voyage avec l'argent public à Tahiti pour aller voir sa fille, effectivement. Alors, ne soyez pas médisants, mais en tout cas c'est très intéressant. En tout cas, ce concept d'énergie apporté par les joueurs, les spectateurs, etc., on va le voir, écoutez, c'est possible. Ça va peut-être effectivement changer un peu notre rapport à l'énergie. Merci. Oui. Rappelez-vous, Anne Hidalgo avait annoncé pas de climatisation dans le village olympique. 15 000 personnes, s'il y a une canicule au mois de juillet ou d'août, pas en douce, évidemment, que le CIO, le COJO, a rétabli en douce la clim. Les équipes de France ont commandé 100 climatiseurs pour le logement. Donc voilà, encore une contradiction hidalguesque. On ne veut pas de climatiseurs, évidemment, tout le monde va en prendre. C'est la clownerie au quotidien. Ah bah écoutez, on va suivre en tout cas ceci, et j'espère que tout ça ne se transformera pas en cirque et que nous allons avoir de très beaux Jeux Olympiques malgré tout. On l'espère. Merci Aurélien Véron d'avoir été avec nous. On va se retrouver dans quelques instants sur Sud Radio pour les Pères, les U et les Bravos d'André Berkoff. Tiens, on va parler des hommages rendus à Charlie Hebdo, de TikTok et de certains influenceurs qui ont une vision un peu différente du droit des femmes. Et puis, on va parler de Donald Trump. Pas tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Cette semaine, grâce à Sud Radio, dévalez les pistes des Pyrénées avec Béarn Pyrénées Tourisme et Gîtes de France 64 qui vous offre 2 jours exceptionnels à la montagne dans les stations de Gourette, d'Artoust, la Pierre-Saint-Martin ou encore à Somport ou Irati. Des hébergements pour 2 personnes incluant vos forfaits et la location de votre matériel. Cette semaine, écoutez le Grand Matin Sud Radio entre 7h et 8h30 et gagnez votre week-end de ski inoubliable en Béarn-Pyrénées. Sud Radio, parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. C'était hier, il y a 9 ans jour pour jour, le 7 janvier 2015, massacre à Charlie Hebdo. On en parle tout de suite. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, les perles du jour. Et je n'en parlerai pas, Yves Montand, le chant de la voisine, je n'en parlerai pas. Alors, c'était exactement 7 janvier 2015. Frédéric Boisseau, Franck Brinsolaro, Cabu, Elsa Kayat, Charb, Honoré, Bernard Maris, Ahmed Merabet, Mustapha Ourad, Michel Renaud, Tinius, Georges Wolinski. Abattus, massacrés par les frères Kouachi, effectivement, dans les bureaux de Charlie Hebdo. On se rappelle les rassemblements, je suis Charlie, je ne suis pas Charlie. On se rappelle surtout de la ferveur, de l'émotion devant cet assassinat de masse, il faut dire, cet assassinat idéologique, il faut le dire aussi. Donc, il y a eu, effectivement, à attirer notre attention, 2 communiqués, l'un de la Commission européenne,
donc Commission européenne, et l'autre du ministère de la Culture. Alors, la Commission européenne, qu'est-ce qu'elle dit par rapport à ce qui s'est passé là? Voilà exactement le communiqué de la Commission européenne. C'était il y a 9 ans. Nous honorons aujourd'hui la mémoire des victimes de l'attentat terroriste contre Charlie Hebdo. Suivent les noms. Attentat terroriste. Mais de qui? De quoi? Pourquoi? Quel attentat terroriste? Pas un mot. Voilà, l'attentat terroriste. C'est un attentat terroriste. Commis par qui? Au nom de quoi? Ça, la question ne sera pas posée et elle ne sera pas dite. On n'en parlera pas. Le ministère de la Culture de cette chère Rima Abdul Malak. Voici le communiqué officiel du ministère de la Culture. Le 7 janvier 2015, le siège de l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo subit une attaque meurtrière qui émeut toute la nation. Quelques heures seulement après l'attentat, le monde entier reprend 3 mots en signe de solidarité. Je suis Charlie. Une attaque meurtrière. Voilà. Là, ce n'est même plus un attentat terroriste, c'est une attaque meurtrière. Mais dites-moi, quand on voit un peu partout dans les plaques et un peu partout en France, 6J, tel, en 40-45, un résistant tué par la barbarie nazie, ou la barbarie allemande, ou etc., on dit tué par qui? Ah non, là on ne le dit plus. Non, ça n'existe pas. Il y a eu, écoutez, un attentat terroriste, voilà. De qui, de quoi, pourquoi? Écoutez, c'est pas important, l'important c'est qu'on célèbre la mémoire. Et puis, du ministère de la Culture, une attaque meurtrière. Non, heureusement, ils sont pas arrivés jusqu'au fait divers, quand même, là non. Mais attaque meurtrière qui émeut toute la nation. Mais on ne peut pas nommer les choses. Vous n'êtes pas foutu de nommer les mots, les MOTS sur les mots MAUX, encore une fois. Vous n'êtes pas foutu de le faire. Mais vous avez peur de quoi? Mais écoutez, il y a là-dedans toute la France. Il y a des Ahmed Brabet, il y a des Mustapha Ourad, il y a des Franck, des Cabu, des Wolinski, des Tinius. Mais toute la France était représentée dans ces victimes massacrées alors qu'ils n'avaient évidemment, ils étaient sans défense dans leur bureau. Voilà. On demande un tout petit peu, mais un tout petit peu, même pas de la lucidité, même pas d'émotion, un tout petit peu de ce qu'on appelait encore le courage et qui semble une vertu totalement oubliée des princes qui essayent de nous gouverner. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Ah, Julio Iglesias, vous les femmes. Oui, mais écoutez, aujourd'hui, on peut parler des femmes de diverses façons et chacun a le droit d'en parler de diverses façons, notamment Adel Sidi Yacoub, qui est joueur au sein de l'entente sportive d'Uzès. Il a fait une vidéo sur TikTok et il liste ce qu'il attend de sa femme, ceux auxquels elle aura droit et ceux auxquels elle n'aura pas le droit. Écoutez. Ma femme n'aura pas le droit. Première règle, ma femme aura interdiction d'avoir des amis garçons. Pour aller où? C'est moi ton ami, c'est moi ton confident, c'est moi ton pire ennemi, il n'y a pas d'amis. Voilà, ça n'existe pas chez moi. Deuxième règle, ma femme aura interdiction de travailler dans un travail où il y a des hommes autour d'elle. Voilà, c'est pas compliqué. Travail halal avec que des femmes, si possible, à la maison. Troisième règle, ma femme aura interdiction de partir en voyage sans moi. Voilà, c'est pas compliqué. Les voyages avec ses potes, je sais pas quoi, elle oublie. Elle voyage que avec moi, c'est moi qui la protège. Et si, imaginons je suis pas là, je l'autorise à partir en voyage avec son grand frère, son père, des hommes de sa famille. C'est tout. Quatrième règle, ma femme aura interdiction de s'habiller avec des habits moulants. Voilà, c'est pas compliqué. Il n'y a aucun homme qui regarde le corps de ma femme dans la rue. Le corps de ma femme, il est à moi. Il n'y a personne qui va le regarder. Il n'y a pas d'habits moulants, je sais pas quoi. Minimum, habit très très large. Et le mieux, ce serait le voile. Après, voilà, je vais pas la forcer. Inch'Allah, elle le met. Cinquième règle, ma femme aura interdiction de s'exposer sur les réseaux sociaux. Voilà, moi je m'expose sur les réseaux sociaux parce que c'est mon travail. Voilà, je la fais manger grâce à ça. J'aurai des business grâce à ça. Mais elle, interdit. Voilà, il n'y a pas de... Elle fait des snaps, elle fait des TikTok avec sa tête, etc. Non, je vais la préserver. Voilà. Voilà, c'est une profession de foi, et après tout, étant partisan total de la liberté d'expression, c'est très bien qu'il se soit exprimé ainsi. Voilà, c'est une manière de considérer les femmes, ou en tout cas sa femme, qui lui appartient.
Je suppose que, étant donné le silence assourdissant des associations féministes ou néo-féministes ou ersatto-féministes ou pseudo-féministes, je suppose que ce point de vue est partagé en tout cas par elles, par ces associations. Après, franchement, qu'une femme soit d'accord avec ça, c'est sa liberté. Tant que c'est la liberté, et sa liberté vraiment. Voilà, vous voyez, il y a plusieurs façons d'appréhender effectivement les relations hommes-femmes. Il nous a paru intéressant de parler de celle-là, parce qu'elle est sûrement représentative d'un certain nombre de gens qui pensent cela. Voilà. Et nous sommes pour la liberté de toutes les expressions. On va se retrouver dans un instant sur Sud Radio. Après les infos de 13h, on va revenir sur cette nouvelle vidéo de Donald Trump. Tiens, vous allez voir, il a donné un petit mot à Emmanuel Macron. Et puis après, on parlera de porno avec notre invitée Thérèse Argot, qui est notre invitée du face-à-face du jour. A tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Elle. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Eh bien, on a eu une confidence, il y a 2 jours, de Donald Trump. Oui, il fait beaucoup de discours, il fait beaucoup à la fois de bruit, et de plus en plus, en ce moment, on annonce son retour ou pas, on verra. Mais pourquoi ça nous a intéressés ? Parce qu'il a parlé d'Emmanuel Macron. Il a parlé d'un rendez-vous qu'il a eu avec Emmanuel Macron, et on aimerait vérifier, c'est pour ça que je suis sûr que l'Élysée nous écoute, ils nous écoutent très souvent. On aimerait savoir si c'est du lard ou du pig. On écoute. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et oui, Jodassin, l'Amérique, effectivement. Mais alors là, la question qu'on peut se poser, effectivement, c'est quelle Amérique on veut avoir. Est-ce que c'est elle qui nous a ou c'est nous qui l'avons ? Grosse question. Alors beaucoup de gens se disent, mais non, nous sommes asservis à l'Amérique. D'autres disent pas du tout. En tout cas, il y a eu des contacts entre le président de la République Emmanuel Macron et Donald Trump, ce qui est normal quand il était président. Et Donald Trump, dans ses discours, il fait beaucoup de discours, effectivement, puisqu'il est en période électorale, déjà, lui, a parlé d'Emmanuel. Écoutez, je traduirai ensuite. Macron, do you know Macron? He's a very nice guy. Macron, and really a very nice guy. I said, Emmanuel, how are you? He said, fine. I said, I heard you're going to charge American companies 25% to do things in Mexico. Who else are you doing? Well, nobody yet, but we will do other. I said, no, but you're not going to do it, Emmanuel. You're not going to, no, Donald, it has already passed. I said, well, you better unpass it, because if you don't unpass it, you're going to pay a 100% tariff on all wines and champagnes that are shipped into the United States starting tonight. No, you cannot do that, Donald. You cannot do that. I said, I can do that. In fact, I'm just signing it right now. No. Okay, Donald, look, okay, I'm not going to do it. We're not going to do it. That was the end of it. It was so easy. Alors évidemment, il fait ça pour son électorat. Je traduis très rapidement. Effectivement, il dit Emmanuel, vraiment Macron, il est très sympa, c'est un type très très bien. Et puis là, un jour on discutait, et puis il me dit voilà, moi je vais appliquer sur les compagnies américaines qui nous font de la concurrence au Mexique. Et ben quand ils viennent chez nous, on va appliquer 25% de taxes douanières. Et je lui dis, mais Emmanuel, vous pouvez pas faire ça, parce que si vous appliquez 25% de taxes douanières sur les compagnies américaines, nous allons appliquer 100% d'augmentation d'impôts de taxes douanières sur les vins et les champagnes français. Et elle lui dit, mais non, Donald, vous pouvez pas faire ça, Donald. Si, je peux, d'ailleurs, je suis en train de signer la chose, je vais le signer tout de suite. Mais non, Donald, tu peux pas. Non, on fera pas on fera pas les 25% de taxes, et tu fais pas les 100% de taxes. Il dit, voyez, voilà. Alors évidemment, il dit, voyez, je suis un dealer, je suis un dealer au sens des affaires, bien sûr. C'est intéressant, et on voudrait savoir si c'est vrai ou pas, ou si Donald Trump en fait beaucoup, et pour se vanter auprès de son électorat potentiel. Alors voilà, les services de l'Élysée, on serait ravis que vous nous disiez si c'est un faux, si c'est un fake, ou en revanche, si c'est vrai, et c'est une info. Sud Radio Berkov dans tous ses états.
le face-à-face. 8 sur Sud Radio, l'heure pour vous André Berkoff de recevoir le face-à-face du jour. Vous recevez Thérèse Argot, sexologue et auteure de ce nouveau livre. Tout le monde en regarde, ou presque, comment le porno détruit l'amour. C'est aux éditions Albin Michel. Bonjour Thérèse Argot. Bonjour. Alors Thérèse Argot, est-ce que ce que vous venez d'entendre et que tout le monde connaît bien sûr, hein, Je t'aime moi non plus avec Gainsbourg et Berkin, est-ce que c'est de la pornographie? Ah non, pas du tout. Pour moi, c'est de l'érotisme. Et voilà la différence que je fais entre la pornographie et l'érotisme. L'érotisme, c'est une production artistique qui éveille le désir, qui éveille la créativité, l'imagination. La pornographie, c'est une industrie qui cherche à faire du profit en fabriquant des images qui mettent en scène des fantasmes sexuels pour provoquer instantanément chez celui ou celle qui la regarde une excitation sexuelle en vue de la masturbation. Donc quand on écoute cette musique-là, on a très envie de faire l'amour, en tout cas moi oui. Mais quand on regarde, mais on ne se masturbe pas au moment où on écoute cette musique-là, ça donne l'envie. Alors que quand on regarde une vidéo pornographique, il y a vraiment cet éveil de la pulsion et qui demande une satisfaction immédiate. Voilà la grande différence. Alors l'écrivain Alain Aubrier disait la pornographie c'est l'érotisme des autres. Est-ce que, quelque part, on n'est pas en train aussi de transférer? C'est intéressant, j'ai lu votre livre est intéressant, votre livre est effectivement... Vous prenez sans nuance aucune, mais vous y allez, effectivement, en disant la pornographie, cette pelée, cette galeuse d'où vient tout le mal, c'est pas possible, et vous donnez d'ailleurs beaucoup de raisons, dont certaines sont très légitimes, sur le fait que c'est une drogue dure, que effectivement ça tue, enfin ça tue l'amour, quelque part ça tue un certain nombre de sentiments, ça tue la gestion émotionnelle, etc. On va en parler, vous appuyez beaucoup sur le rapport du Sénat, l'enfer du décor, pour une fois que le Sénat fait des jeux de mots. On peut le voir, mais fait des rapports aussi. Oui, mais très sincèrement. Alors moi j'ai lu et puis en même temps je suis dubitatif et pour des questions à vous poser. Des milliards de gens, vous le dites vous-même, ont vu des films pornographiques. Hein. Je veux dire, moi, il n'y a pas une personne que je connais qui n'en ait pas vu. Bien. Ça n'a pas fait de nous et de beaucoup de gens des obsédés, des stressés, des angoissés, des impuissants ou des gens qui ne peuvent plus rien faire, etc. C'est-à-dire que autant je vous suis et on comprend sur les cigarettes, sur la drogue, sur etc. Quand vous parlez des drogues dures, effectivement, et on sait l'impact que ça a du point de vue santé, du point de vue psychique et autres. Autant la pornographie, est-ce que on ne devrait pas être plus nuancé que vous ne l'êtes? Ouais. En fait, ce qui est très important de comprendre pour tous les auditeurs là qui sont à notre écoute aujourd'hui, c'est que quand on parle de pornographie, il faut comprendre que c'est une industrie qui a énormément évolué ces dernières années avec Internet. C'est-à-dire que aujourd'hui... Ce n'est plus la pornographie des années 70, il y a 50 ans, etc. Mais moi, de mon point de vue, quand je vois des images pornographiques des années 70, je trouve ça de l'érotisme très mignon, très gentil, très joli. Quand je parle de pornographie aujourd'hui, on ne parle plus du tout de la même réalité. Et donc ça, c'est important de le comprendre. Il y a quelque chose qui a évolué et qui a changé. Alors, c'est vrai que ce qu'on appelait pornographique à l'époque ne rejoint plus que nos enfants regardent massivement. C'est-à-dire que quand on parle de l'exposition des mineurs à la pornographie, on ne pense pas du tout au film gentil, mignon du samedi soir sur Canal+. Ce n'est pas ça dont on parle. On parle d'une industrie qui s'est transformée avec l'arrivée de ces fameux tubes, ces plateformes qui mettent à disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des vidéos gratuitement, des vidéos pornographiques gratuites, accessibles à n'importe qui. Je vais toutes les semaines voir des collégiens, des lycéens. Ils me disent, madame, c'est hyper facile évidemment de tomber dessus. On clique qu'on a 18 ans. Tout le monde s'est cliqué sur une case, et donc on peut avoir accès à ça. Juste un mot, Thérèse Argot. Quelle différence, alors d'abord parce que vous avez parlé de ça, quelle différence entre les films des années 70, y compris les pornos de Canal+, parce que c'est des pornos où il y avait pénétration, etc., etc., et aujourd'hui? Sur le fond, enfin, sur le contenu, quelle différence? Alors, vraiment, la question de la gratuité, elle est importante parce que la différence majeure, c'est que le contenu qui est produit aujourd'hui a pour objectif de rendre dépendant le consommateur. Puisque quand on était en train de regarder les films sur Canal+, à l'époque, il fallait s'abonner, c'est-à-dire qu'il fallait payer, et c'était à un certain moment donné de la semaine qu'on avait accès à cette vidéo. Soir, là, Et donc, la production a été faite pour accorder un moment de plaisir aux personnes qui voulaient regarder. Aujourd'hui, ces fameuses plateformes, elles fonctionnent sur un business model qui est différent. C'est-à-dire qu'il faut générer du trafic sur la plateforme. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup d'utilisateurs, qu'ils reviennent souvent et qu'ils restent longtemps. En gros, beaucoup d'utilisateurs et qu'ils soient accros. Pourquoi ? Pour augmenter le trafic qui va augmenter le prix de la publicité. C'est comme ça que ça génère de l'argent.
Donc, dans la façon dont le produit est diffusé, la façon dont il est monté, la façon dont il est accessible, il est fait pour générer un système de dépendance, ce qui n'était pas du tout le cas de ce film du samedi soir sur Canal+. On prend ça parce moi j'ai pas trop, plus ou moins connu, c'est comme référence, vous comprenez. C'est pour ça que aujourd'hui, quand je parle de la pornographie qui est une drogue dure, je parle de cette nouvelle pornographie qui fonctionne avec un système d'addiction, ce qui n'était pas le cas quand la pornographie était payante. Donc voilà déjà une première distinction. Mais en quoi, c'est comme TikTok ou n'importe quel réseau social, vous savez, c'est ces réseaux où en fait on est censé passer. TikTok c'est 2 minutes. Oui, on regarde 2 minutes et puis en fait on reste pendant plusieurs heures. L'objectif c'est de rester longtemps sur ces réseaux sociaux. Et bien sûr, ces plateformes c'est fait de la même façon. Alors que le porno qui était payant où on décide de regarder ces images-là et on va s'installer, c'est pas le même rapport. Ça semble un peu anecdotique ce que je raconte, mais ça ne l'est pas du tout parce qu'il va pas se passer le même phénomène et les mêmes conséquences. Mais je voudrais qu'on précise justement, parce que vous parlez beaucoup dans votre livre de drogue dure. En quoi, très sincèrement, parce qu'on sait ce que c'est que les addicts à l'héroïne ou à d'autres drogues, etc. On sait ce que c'est que les addicts à la cigarette. Et comme vous le savez d'ailleurs, on pourrait vous répondre juste sur la cigarette et les drogues dures que les cigarettes sont en vente libre dans tous les bureaux de tabac. Et ce qui peut aussi poser problème. C'est aussi une industrie qui marche très bien. Et qui pose problème. Mais justement, pour revenir à ça, en quoi, c'est-à-dire que vous pensez vraiment que les gens, parce que c'est très différent, y compris chez les jeunes. Pensez que quelqu'un qui regarde un film porno va être amené à regarder tout le temps, ou presque tout le temps, ou à revenir de regarder un film porno? Donc, si l'objectif... En fait, ce qui se passe, l'histoire de la drogue ou de l'addiction, cette industrie, pour faire du profit, comme je disais, a besoin d'utilisateurs et qu'ils soient accros. Pour faire en sorte qu'il y ait beaucoup d'utilisateurs accros, eh bien, ils vont faire en sorte que des enfants tombent sur ces images-là, et ils le font volontairement parce qu'ils savent parfaitement que des enfants consomment ces images-là et qu'ils ne créent pas des systèmes de protection bien plus efficaces. Donc ils le savent, il y a une vraie hypocrisie. Parce que si on habitue un enfant à voir ces images-là et à en consommer, on s'assure qu'à l'âge adulte, il va continuer d'en consommer. Donc ce qui pose vraiment problème, c'est que cette exposition, quand on est mineur, peut générer de l'addiction. C'est-à-dire que, on parlait de l'exemple de la cigarette. Ben oui, effectivement. Parce que chez les adultes, franchement... Fumer sa première cigarette. Quand on a 40 ans, on risque pas vraiment d'être un gros fumeur et d'être vraiment dépendant. Fumer ses premières cigarettes quand on est collégien, on risque très fortement d'être un gros fumeur pendant plusieurs années de sa vie quand on est adulte. C'est pour ça que la loi est très claire à ce sujet. En dessous de 18 ans, aucun mineur n'est censé voir des images à caractère pornographique. Parce qu'on sait qu'à cet âge-là, on est dans un état de plus grande vulnérabilité. La plasticité, le cerveau est pas encore mature, etc. Et donc on n'est pas capable de faire face à ce produit qui est très addictif. C'est faux, c'est qu'on sait très bien, vous dites vous-même dans votre livre, que beaucoup de mineurs regardent des films pornographiques. Énormément, je tiens à rappeler. Beaucoup de mineurs fument. Exactement, mais moi ce que je veux dénoncer, c'est cette fameuse hypocrisie. On le sait maintenant. Donc je redonne les chiffres. 1 enfant sur 3 en dessous de 12 ans a déjà vu des images pornographiques. 2 enfants sur 3 en dessous de 15 ans. La moitié des garçons de 12-13 ans regardent des vidéos pornographiques plusieurs fois par mois. Quand on sait ce qu'ils regardent, parce que ce qu'on sait aussi, les chiffres le disent, que 90% des images qui sont visionnées concernent des scènes de violence explicites. C'est pas des gens qui font l'amour dans les prés. C'est pas du tout ça. Je vous passe les détails, mais quand on parle de violence, c'est vraiment violent. Et donc on peut s'inquiéter sur l'effet que ça a sur ces enfants qui deviennent un jour des adultes et voilà, sur leur vie amoureuse et sexuelle. Alors on va en parler, on va continuer à en parler parce que effectivement vous avez pris votre parti, vous avez un parti pris et c'est très bien et c'est légitime. Et là, moi je voudrais vous poser, on va parler de cela et vous aussi, 0826 300 300, les auditeurs de Sud Radio, vous nous dites est-ce que la pornographie rend sourd? Non, c'est pas ce que dit Thérèse Argot, mais est-ce que le porno détruit l'amour? Effectivement, c'est le sous-titre de son livre. Intéressant, on en parle. En tout cas, c'est un livre intéressant à lire. 0826 300 300 et sur le Facebook aussi de Sud Radio, on attend vos réactions et vos commentaires. À tout de suite sur Sud Radio. C'est Céline Alonso, je vous souhaite une très bonne année 2024 avec Sud Radio. Bonne année avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Tout le monde en regarde, ou presque, comment le porno détruit l'amour. Alors, et vous, auditeurs de Sud Radio, assistants de Sud Radio, vous regardez du porno, qu'est-ce que ça vous fait ou pas?
Écoutez, parlez-en. En tout cas, appelez-nous au 0826 300 300. Dans quelques minutes, on en reparlera avec Thérèse Argot. Mais Thérèse Argot, il y a des choses intéressantes parce que vous dites, alors je voulais savoir quel est votre avis, c'est pour préciser votre pensée. Vous dites dans votre livre, il faut savoir que les 3 grandes religions, chrétienne, musulmane et juive, condamnent la masturbation. La jouissance sexuelle est noble uniquement quand elle se vit dans le cadre du mariage. Et vous ajoutez, mais non, vous ne condamnez pas la masturbation. Non, c'est peut-être vraiment un point de rupture. Aussi, moi je ne suis pas en accord avec ce que disent les religions à ce niveau-là. Je pense que le discours sur la masturbation est très réducteur. Donc il faut bien comprendre une chose. C'est vrai que dans ce livre, je m'attaque vraiment à l'industrie pornographique et je pense qu'elle fait du mal pour nos relations d'amour et notre vie sexuelle. Et moi, je pense qu'il n'y a rien de meilleur que la vie sexuelle et l'amour. Et donc c'est au nom de ça que je m'attaque à ce problème. En revanche, je ne suis pas du tout opposée à l'action de la masturbation et à l'érotisme. Et j'ai envie de dire, c'est parce que je suis pro-sexe que je suis contre le porno. C'est un peu ça. Par rapport à la question de la masturbation, c'est qu'il y a une confusion qui est faite entre pornographie et masturbation. Pourquoi ? Parce que la pornographie, il faut appeler un chat un chat, c'est un support à la masturbation. Autrement dit, on ne prend pas une tasse de thé quand on regarde du porno. Si vous faites ça, vous venez consulter, c'est qu'il y a un petit problème quelque part. Donc, c'est fait pour se masturber. Alors qu'on peut très bien avoir recours à la masturbation sans regarder de la pornographie. Beaucoup ont appris à associer masturbation et pornographie parce que ça a commencé quand ils étaient collégiens, lycéens et qu'ils ont pris cette habitude-là. Moi, je vous propose de dissocier les deux. Ça n'a rien à voir. La masturbation, c'est une industrie. La masturbation, c'est une fonction naturelle que nous avons les êtres humains pour nous donner du plaisir. Je pense que nos ancêtres se masturbaient avant l'industrie pornographique. C'est pour ça que pour moi, c'est 2 sujets très différents et qu'on a tort de les confondre. Donc voilà. Et dans ce livre, je précise bien ma pensée à ce niveau-là. C'est pas la même chose. De la même façon, je fais cette distinction entre érotisme et pornographie. Donc, ne confondons pas tous les sujets et voyons bien ce à quoi je m'attaque. Et quand je parle de pornographie, j'ai aussi eu l'occasion de le préciser, je parle de cette nouvelle pornographie, c'est-à-dire celle qui existe depuis l'arrivée d'Internet et de ces grandes plateformes. Et je pense qu'une façon de sortir de ce problème de société, c'est en rendant la pornographie à nouveau payante. Je suis désolée de le dire, mais c'est ça qui va nous permettre d'avoir un rapport beaucoup plus ajusté à ce produit. On va vous accuser de censure, encore une fois. Non, justement, parce que je suis pas en train de vous dire on interdit la pornographie. Je ne pense pas que ce soit la bonne stratégie. Par contre, je dis qu'il faut la rendre payante pour justement mieux contrôler cette industrie. C'est comme si sur Internet tout était possible, tout était permis, il n'y avait aucun contrôle, alors qu'il se passe des choses sur Internet qui sont graves, qui font du mal, et qu'il est temps un peu de réguler tout ça. C'est vrai, mais justement, on va y arriver. Mais avant ça, je voudrais, parce qu'on va parler des choses graves qui se passent, et on le sait, notamment la pédocriminalité. Oui, c'est important d'en parler. Une autre chose, mais qui est très 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 importante, parce que oui, je vous coupe, mais parce que hier soir, je reçois un message sur les réseaux sociaux, Instagram, une femme qui me dit: je suis très touchée par votre travail, votre combat contre la pornographie, parce que mon mari a commencé à consommer de la pornographie quand il était collégien, lycéen, et il a fini par consommer de la pédopornographie. Et un jour, les flics sont arrivés chez lui et il a fait 6 mois d'incarcération. Et cette femme, elle était désemparée face à cette situation-là. Et en fait, ce qui se passe, et ce que j'explique aussi dans mon livre, c'est que il y a des hommes et des femmes qui vont être habités par des fantasmes sexuels qu'ils n'auraient jamais eu s'il n'avait pas été exposé à la pornographie. Pourquoi ? Parce que on peut chercher à augmenter la dose d'excitation, c'est-à-dire que des fantasmes mis en scène tout sympa, tout gentil, ne vont plus faire aucun effet d'excitation, et donc on va chercher. Oui, c'est toujours votre comparaison avec la drogue. On va chercher plus loin. Tout le monde ne va pas le faire, mais il y a certains qui vont être tentés. Et puis il faut faire attention, parce que vous savez, la pédocriminalité, elle n'est pas liée à l'industrie du film porno. Non, elle existe aujourd'hui. Regardez ce qui s'est passé, regardez les trafics d'enfants, etc. Ça a toujours existé, vous allez me dire. Ça n'a rien à voir et ça a toujours existé. Mais elle est très présente aujourd'hui encore. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de considérer être de la pédopornographie et donc de la pédocriminalité, tout contenu qui va mettre en scène des personnes, même peu importe leur âge, mais qui va les faire passer pour des collégiennes, pour des petites lycéennes ou pour des enfants. C'est-à-dire parfois il y a des femmes adultes qui font comme si elles étaient collégiennes. Mais ça, la loi, honnêtement, est très très forte et punit ça. Je dis qu'il y a ça. Et donc, elle punit, mais par contre, ça existe encore, et donc il y a quand même, il faut passer quand même à la vitesse supérieure en termes de régulation. Alors justement, on va en parler. Mais alors, là, sur le fond, on va parler du plaisir sexuel. Vous dites ceci, vous dites le plaisir sexuel, et il est vrai, une expérience très agréable. Vous l'admettez, très bien. Mais la particularité du plaisir, c'est qu'il ne dure pas. L'état de bien-être s'estompe assez rapidement et laisse place aux émotions qui étaient présentes, le stress, l'ennui, l'inquiétude, la colère, la frustration, la tristesse. Thérèse Argot, enfin, le plaisir,
Oh, c'est très très bien, on l'a eu, et on attend de la revoir. Pourquoi voulez-vous que forcément, là vraiment, vous m'avez dit, oui, on a eu le plaisir sexuel, mais ensuite arrive le stress, l'ennui, l'inquiétude, la colère, la frustration, la tristesse. Non, j'expliquais dans la spirale de la consommation de pornographie. Je m'explique. Non, mais là, vous ne parlez pas de consommation pornographique dans ce paragraphe. Là, en fait, ce que j'explique, c'est que qu'est-ce qui va générer de l'addiction ou pas? Parce qu'on parlait de ce produit, et moi je défends le fait que c'est un produit addictif. Oui. Tout va dépendre de l'état émotionnel dans lequel on va consommer ce produit. Mais vous savez, c'est la même chose avec n'importe quel produit addictif. Je veux dire, on peut fumer très bien un joint et pas tomber dans la dépendance. Si je suis bien dans mes baskets et bien dans ma peau, je peux le fumer et je ne vais pas être dépendant. Il faut quand même dire les choses. Sauf que si maintenant, je suis justement en train de traverser un mal-être, je vais pas bien, j'ai de la colère, j'ai de la tristesse, j'ai de la frustration, du stress, peu importe, et que je fume ce joint et je me rends compte que ça me rend bien à ce moment-là, je peux avoir envie de recommencer pour évacuer cette émotion désagréable. Et c'est le même phénomène qui peut se passer avec la pornographie. C'est-à-dire que si je suis dans un état émotionnel qui est déséquilibré, qui n'est, voilà, je suis pas bien, comme le sont souvent les collégiens ou les lycéens, ce qui est tout à fait normal à cet âge-là. Il y a vraiment aucun jugement sur leur personne, mais c'est des périodes où on est plus fragile. Si je fais l'expérience qu'en consommant ce produit, je me sens dans un état super agréable. Mais tout ça est positif sur le moment, mais ça ne va pas résoudre la cause de mon stress, de mon angoisse, de ma colère, de ma tristesse. Et donc, finalement, je vais vouloir reconsommer à nouveau ces images pour me sentir de nouveau bien. Mais ça ne résout pas le problème. En gros, ce que je dis, c'est que c'est un mauvais moyen pour répondre à un vrai besoin, celui d'être bien, d'être bien dans sa peau et dans sa vie. Mais vous ne dites pas que le plaisir sexuel en tant que tel sexuel, c'est nécessaire à la vie. Non, c'est pas ça que je disais. Parce que justement, je pense, et attendez, je suis quand même sexologue, et donc je défends justement le plaisir sexuel, et j'apprends aux gens à avoir du plaisir sexuel. C'est ce que quand même je fais toute la journée. Donc je suis hyper pro plaisir sexuel. Mais alors justement, si vous leur dites juste un mot, vous leur dites justement, vous êtes sexothérapeute, vous êtes sexologue, est-ce que vous leur dites surtout jamais de regarder de films porno, surtout arrêtez si vous regardez des films porno, très franchement? Ouais, moi je dis arrêtez la consommation de films pornographiques et voyez ce qui se passe dans votre vie. Là, je viens de rencontrer un jeune homme, 27 ans, qui me dit mais je vois votre combat sur la question de la pornographie. Il me dit c'est fou parce que j'ai arrêté de regarder du porno, ma vie a changé. Ma vie a changé dans mes relations, etc. Ça a changé. Donc, ce que je dis vraiment, c'est arrêter de regarder ces images pornographiques. Ça ne veut pas dire arrêter d'avoir du plaisir, bien au contraire. Ça ne veut pas dire arrêter d'avoir des relations sexuelles. Ça ne veut pas non plus dire arrêter de fantasmer, de créer, de développer votre érotisme. Tout ça est nécessaire à la vie. Mais ces images-là, à mon avis, il n'y a rien de bon dans le porno. C'est comme, je dirais, arrêter de fumer. Ouais, moi je suis. Oui. Non, mais je crois que vous éludez le côté divertissement de cela, mais on va en reparler. Il y a un côté divertissement. C'est intéressant. Je comprends ce que vous voulez dire. On va en reparler tout de suite après cette. On en reparle avec Thérèse Argot et avec vous au 0826 300 Emmanuel vous attend au standard. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300. Viens. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Alors toujours pour jouer l'avocat non pas du diable mais du dieu sexe ou autre, Thérèse Argot, deux choses d'abord. Oui, pour finir avec le plaisir sexuel. Vous en êtes bien expliqué, mais vous dites la solution n'est pas le plaisir sexuel obtenu seul ou à deux. La solution, c'est la gestion émotionnelle. Pour ne pas tomber dans un rapport compulsif à la sexualité. C'est exactement comme par rapport à la nourriture. Parfois, on n'a pas faim, on est juste triste parce qu'on vient de se faire larguer par son petit copain. On se rue sur un pot de Nutella, on va prendre tout le Nutella. Non seulement ça va pas nous faire revenir nos petits copains, mais en plus on va avoir 10 kilos de plus, on va perdre encore confiance en soi pour rencontrer quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que c'est pas le Nutella qui est mauvais en soi, c'est le fait que, en fait, ça vient répondre à un problème émotionnel. Et donc j'ai un rapport compulsif à la nourriture. De la même façon, on peut observer, et ça on observe en tant que sexologue, que beaucoup de nos contemporains peuvent avoir un rapport compulsif au sexe. C'est-à-dire que ils ont des émotions désagréables qui les encombrent là, et puis ils se disent au travers du plaisir sexuel, ils vont sortir un soulagement, une détente. Mais ça ne va pas résoudre les choses. C'est ça que je veux dire. Oui, donc la gestion émotionnelle, c'est de dire je suis triste, je pleure, je suis en colère. Vous êtes catholique, enfin. Non, je viens d'une famille très catholique, mais j'ai plus la foi depuis mes 15 ans. D'accord. Non, j'ai plus les lunettes qui me permettent
hâte de voir Dieu. Je les vois, non, parce que si vous voulez, moi je vois, et encore une fois, deux choses. Moi, sur le porno, ce qui m'embête vraiment, je l'ai dit, c'est tellement médiocre, souvent inaminable, c'est mal filmé, c'est mal fait, ça n'a aucun intérêt. C'est le pizzaiolo qui arrive, et c'est tellement, je veux dire, qui arrive pour arranger le truc, et la femme est là, tout offerte, mes chéris, vous crevez de rire, quoi. Enfin, c'est même, je vais dire, c'est tellement médiocre. Mais justement, ça nous amène à deux choses. D'abord, effectivement, et là je vous rejoins, c'est que des gens pensent peut-être, s'il y a 14-15 ans, que les filles sont consentantes, comme on voit, mais je crois que c'est pas seulement le porno qui fait ça, c'est aussi une certaine culture. Mais c'est un autre problème. Mais la chose la plus grave, c'est que pourquoi des gens n'auraient pas, effectivement, ils sont ce qu'ils sont, n'auraient pas, eux, sont des... je dirais, non pas des... Je parle pas encore une fois, ni des pédocriminels, tout ça, enfermés, tout ça. Mais pourquoi il n'y aurait pas des hommes et des femmes qui sont érotomanes, qui aiment le plaisir sexuel, qui se sentent bien dans le plaisir sexuel, à condition que ça soit évidemment consentant, et évidemment bien ils sont bien dans leur peau. Bon, ben c'est leur truc. Oui, pourquoi, comme ils pourraient être collectionneurs ou autres. Vous voyez, non, mais le problème, effectivement, n'est pas là. C'est pour ça que je pense qu'une des solutions qu'on peut tout de suite appliquer, c'est de rendre le porno payant pour réguler cette industrie et d'avoir un rapport qui soit différent à ces images pornographiques. C'est-à-dire que si pour moi, je veux voir ces images-là, eh bien, je sais où je peux aller les voir et je paye pour ça. Le fait aussi de rendre le porno payant va quand même résoudre un problème majeur, c'est tout ce qui se passe de gravissime au sein de l'industrie, c'est-à-dire la maltraitance d'acteurs, d'actrices, on le sait aujourd'hui, parce qu'il y a une course à la production d'images de plus en plus folle. Et donc, pour protéger aussi les acteurs et les actrices et pour s'assurer que les choses se passent dans des conditions, on va dire, meilleures, eh bien, rendre le porno payant permettrait davantage d'avoir un contrôle sur ce produit. Mieux payé, peut-être, et autrement. Voilà. Donc je pense que là, il y a quand même une piste qui peut exister, enfin, qui existe et qui peut être appliquée tout de suite. Je veux dire, ça peut être appliqué cette année. On ne doit pas attendre encore un Xème rapport du gouvernement pour nous dire que peut-être ce serait une solution. On peut mettre ça en place facilement. Hein. Donc ça demande juste une volonté politique. On verra ce que pensent les princes qui nous gouvernent, mais vu les scandales, je ne parle pas de la France seulement, mais un peu partout, on n'est pas sorti de l'auberge. Mais non, et pourtant... Vous savez, relisez la vie des 12 Césars de Suétone il y a 3000 ans, vous verrez qu'il n'y avait pas les plateformes, il n'y avait pas les pornos, il n'y avait pas Internet, mais c'était déjà très On va revenir à tout ça. C'est ça qui va être génial, on va ressortir. Alors nos auditeurs, ils sont là. On a Frédéric qui nous appelle depuis Angers. Salut Frédéric. Oui, bonjour. Bonjour Frédéric. Bonjour. Et bonne année. Bonne année, merci à vous également. Alors moi j'appelle par rapport à deux points. Tout d'abord, le premier, c'est que j'ai le sentiment que souvent dans ces débats-là, on a tendance à mettre de côté un petit peu la place de l'éducation des parents et de faire parfois des phénomènes marginaux une forme de généralité. Elle évoque une pulsion, la pulsion d'assouvir un besoin immédiat, qui est souvent la masturbation. Pour beaucoup de personnes, une fois la jouissance passée, l'envie s'estompe et quand on est à deux, on se câline, quand on est seul, on éteint l'écran tout simplement, quoi. Alors certes, il y a des exceptions, mais selon moi, c'est de l'ordre de l'exception. Il y a des exceptions, mais ça reste de l'ordre de l'exception, quoi, par rapport à ça. Ces pulsions, donc le risque d'addiction par rapport à ça, j'ai du mal un petit peu à le rendre aussi important qu'elle peut l'évoquer. Que Thérèse Argot le répète, le dit, oui. Par rapport le second point, allez-y. Le second point, c'est il y a un documentaire sur Netflix qui donne la parole aux actrices de cette plateforme. Et elles mettent en avant le fait qu'elles contrôlent mieux leur image grâce à cette plateforme-là. Et qu'elles ont plus le contrôle de leur image, de leur corps, et sont moins dépendants d'un tiers qui peut verser dans l'abus. Et ensuite, il y a un moment où vous avez évoqué l'inspiration de certaines pratiques qui peuvent être discutables, tendancieuses ou je sais pas quoi. Moi, je me dis, du moment que ça reste dans le consentement de chacun, pourquoi pas? Oui, il y a beaucoup de choses à ce que vous partagez. Hein. Oui. D'abord, par rapport à l'éducation des enfants. Alors moi, je fais ça donc depuis toujours, hein, donc depuis presque 20 ans maintenant. Vous êtes maman je vis. Oui. Et puis oui, mais avant d'être maman, je commençais à intervenir en milieu scolaire, à faire de l'éducation affective, relationnelle et sexuelle. C'est comme ça d'ailleurs que je me suis rendu compte que la pornographie est un vrai sujet chez les collégiens, chez les lycéens. Et vous avez raison que la prévention et l'éducation est nécessaire. Et alors, vous dites que je suis maman. J'ai beau être sexologue, écrire des livres sur ce sujet, donner des conférences partout. Je
peux pas protéger 100% mes enfants. C'est-à-dire que on a beau, en tant que parents, être très au courant de cette problématique-là. Vous savez, c'est compliqué de protéger les mineurs de ces images parce que l'industrie est tellement forte et puissante sur Internet. Et en tant que parent, on se sent vraiment démuni. Donc, bien sûr que la première chose à faire en tant que parent, c'est d'en parler. Ça ne peut plus être un sujet tabou. On en parle comme on parle de n'importe quel produit qui existe au monde. Ensuite, de protéger avec des filtres, ça c'est sûr. Mais après, on a besoin en tant que parents que le gouvernement nous aide, parce qu'on n'arrivera pas tout seul. Ouais, alors juste, Philippe parlait Frédéric parlait de la pulsion. Mais effectivement, on peut se dire, mais ce qu'il disait, mais la pulsion, à un moment donné, ok, une fois qu'elle est satisfaite, elle est satisfaite. On va pas tout de suite se dire, ah là là, quand est-ce que je vais la retrouver? Alors, la pulsion, qui est une espèce de tension qu'on ressent, et donc qui est un peu une espèce de composée d'un amas d'émotions désagréables qu'on peut ressentir, et qui cherche à sortir au travers d'un plaisir. On a parlé du plaisir sexuel, on peut parler du plaisir à la nourriture, mais ça peut être aussi des achats. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent nous permettre d'avoir notre dose de dopamine qui fait qu'on se sent mieux. La pulsion, elle s'éduque. C'est-à-dire que ce qu'on va faire avec nos enfants, c'est qu'ils veulent parfois quelque chose, mais on ne va pas l'assouvir tout de suite. Par exemple, je veux telle chose, je veux avoir du plaisir. On va mettre dans une temporalité. On va dire oui, il y a un moment pour. Ici, moi, ce qui me pose problème, c'est que les vidéos gratuites, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est qu'il n'y a plus cette temporalité. Je peux tout de suite aller consommer. Et on n'apprend pas à éduquer cette pulsion. Et alors, du coup, on a des adultes qui ont un rapport compulsif. Thérèse Argot, est-ce que vous ne faites peut-être pas assez la différence dans votre livre? Moi, je vous écoute. Et entre ce qui se passe pour les jeunes adultes, adolescents et enfants, et les adultes. Je parle entre ceux qui ont quand même raison, pas parce que les adultes sont plus raisonnables, mais je pense que c'est quand même deux populations différentes, et vous le savez, puisque vous êtes sexothérapeute, et avec des envies et des contrôles et des mécanismes de contrôle très différents. Vous avez raison, mais je pense que la différence, si je ne choque personne, mais la différence, elle n'est pas adulte-enfant, et la génération qui a grandi avec Internet et celle qui n'a pas grandi avec Internet. Pour moi, elle est là la différence. Parce qu'aujourd'hui, les 18-30 ans consomment massivement de la pornographie, plus de 80%, mais ce sont en fait des jeunes adultes, parce qu'ils sont quand même adultes, mais qui ont grandi avec le porno. Alors, le porno sur Internet, qui n'est pas la même chose que des livres érotiques, etc. Donc moi, je ferai une différence par rapport à l'accessibilité de ces images-là, et donc cette transformation qu'il y a eu dans les années 2000 de l'industrie pornographique. Et c'est vrai que c'est pas tout à fait la même réalité. Vous avez raison de le dire. On va en parler. Oui. On accueille Philippe qui nous appelle depuis Libourne. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Bonne année. Le temps. Bonjour à votre invité aussi. Bonjour. Oui, bonjour. Voilà, donc moi je vous appelle parce qu'en fait, depuis le Covid, vous savez, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans mon raisonnement. Peut-être qu'il y a un temps, j'aurais été d'accord avec vous, madame, mais depuis le Covid, j'ai beaucoup réfléchi et j'ai tellement peur de tous ces gens qui veulent tout réguler, tout enfermer, tout contrôler, ils veulent tout contrôler, ils contrôlent rien. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple. Comme André l'a dit, la pédophilie, en fait, c'est le problème numéro 1 sur les réseaux. Pour moi, ça devrait être la pierre de base. Tout le monde devrait lutter contre ça. Personne tout à fait. Tout le monde. Ça n'intéresse personne. Il y a la liste Epstein qui est sortie, mais en fait, ça devrait être un gigantesque tremblement de terre. Tout le monde s'en fout. D'accord? Donc, en fait, des gros trucs. Alors, le Covid, alors là, c'était le pompon. Donc, il fallait enfermer tout le monde, machin. Pendant ce temps-là, il y en a qui faisaient n'importe quoi. On s'en foutait. Donc, du coup, moi, vous savez, j'ai jamais fumé de ma vie. Mais en fait, quelqu'un qui fume, moi je me dis, mais c'est son problème, c'est son choix. S'il a envie de fumer, c'est qu'il en tire un plaisir, c'est qu'il... Bon, après, il y a des gens qui sont plus faibles, mais on peut pas faire des contrôles sur des généralités. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, comme disait André aussi, je repense son argument qui est vraiment, à mon avis, la pierre angulaire de la chose. C'est-à-dire que, effectivement, les enfants, je serais assez d'accord avec vous. Qui ne regardent pas du porno, surtout le porno dernière génération. Moi, j'ai connu Union, tout ça, bon, c'est autre chose. Mais en fait, alors, au lieu de contrôler ça, parce qu'avec les artefacts modernes qu'on a, vous n'allez pas me dire qu'on ne peut pas contrôler que les mineurs n'aillent pas sur certains trucs. Hein. Ça se fait dans certains autres domaines, ça marche très bien dans l'informatique. Et par contre, là, il faudrait supprimer l'accès à tout le monde, donc même aux adultes,
je veux dire, eux, les adultes, ils sont finis. S'ils ont envie d'aller regarder un porno, n'importe lequel, ils ont qu'à aller regarder un porno. C'est pour ça que vous m'avez entendu. Hein. Ouais, j'ai pas dit de tout bloquer. Moi, enfin, en tout cas, ma proposition, c'est de rendre le porno à nouveau payant. Voilà, j'ai pas dit qu'il fallait supprimer l'industrie pornographique. Mais pour permettre, voilà. C'est un contrôle. Le paiement. Vous savez, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. C'est comme ça que ça marche. Le Covid, c'est pareil. Il y a des leviers comme ça. Et en fait, vous contrôlez tout. Vous voyez, et à la fin, en fait, on se retrouve dans une société complètement contrôlée et qui ressent plus rien. Non, ce que dit effectivement Thérèse Argot, ce que dit Philippe, moi, ce qui me frappe, et c'est vrai, c'est que moi, encore une fois, il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous sommes d'accord. Tout le problème est là. Par exemple, vous dites, rendez la pornographie payante. Attendez, ce qu'il faut, et là oui, là, c'est qu'il faut rendre, par exemple, condamner beaucoup plus fort tout ce qui est pédopornographie de toutes les manières. Je parle même pas de la pédocriminalité. Mais un adulte, revenons à ça, un adulte qui est ce qu'il est. Pourquoi rendre la pornographie payante? Il faudrait, alors vous allez me dire, c'est pas facile. Parce que moi, je crois que vous dites, effectivement, la différence est entre Internet et la pornographie d'antan. Le problème, c'est que, ou alors à ce moment-là, il faut effectivement censurer, parce que sinon, moi, c'est très gênant, cette espèce de, comment dirais, de discrimination par l'argent, même si c'est pas beaucoup d'argent. Je comprends ce que vous voulez dire. Discrimination par l'argent. Oui, parce qu'il y a une discrimination par l'argent. Il y a des gens qui pourraient pas se permettre. Qui a des moyens, lui, il va se regarder ses pornos autant qu'il veut, mais il en fait parce qu'il a les moyens, il gagne de l'argent. L'autre qui n'en a pas, toi, mon vieux, tu es un gueux, t'es interdit de porno. C'est ça, Thérèse Argot. Ah ouais, non, c'est intéressant votre raisonnement. Je comprends ce que vous voulez dire, mais on a quand même... l'idée, c'est pourquoi rendre le produit payant? Parce que derrière, il y a des hommes et des femmes qui travaillent, et c'est comme on parle de travailleurs du sexe, donc ils ont besoin d'être rémunérés aussi. Donc le système, le système par la publicité, comment dire, le problème c'est ces plateformes qui, je vous dis, fonctionnent sur ce système de gratuité. On peut se dire c'est génial parce que ça a démocratisé le porno. Aujourd'hui c'est vrai, on est en France, le porno c'est pour tout le monde. On est tous égaux devant le porno, ça je le dis tout le temps. Là-dessus on a réussi à démocratiser l'accès à la pornographie. Mais est-ce que c'est pour notre bien et est-ce que ça nous libère? Et c'est pour ça que c'est intéressant parce que vous revenez sur un argument auquel je suis extrêmement sensible, c'est celui de la liberté. Et moi ce que je défends dans ce livre et au travers de mon travail, c'est que cette pornographie ne nous permet pas d'être libres, elle nous met sous emprise et elle exerce un contrôle sur notre sexualité. Si vous voulez avoir une vie sexuelle libre, il faut sortir de cette emprise-là. Pourquoi il y a une emprise? C'est qu'elle met des idées dans la tête, elle formate notre imaginaire, elle nous conditionne dans notre façon de vivre la sexualité. Pour moi, ce n'est pas du tout le symbole d'une liberté sexuelle et d'une liberté en tant que telle. Et c'est pour ça que moi, je m'alarme contre la pornographie. On doit arrêter d'associer ce produit à la liberté. Pour moi, ce sont deux choses différentes. Oui, d'ailleurs, c'est tout le problème qui est posé. On va faire une interruption, mais avant ça, le problème qui est posé, c'est évidemment le problème de la liberté, parce que vous savez très bien qu'il y a aussi par exemple, des viols, des tabassages qui se commettent, non pas au nom de la pornographie, au nom parce que c'est genre du film, au nom d'une culture. Vous avez des cultures, je dis bien, qui méprisent les femmes, par exemple, pour ne prendre que cet exemple, qui considèrent les femmes comme de la viande, et qui considèrent qu'il y a d'un côté les mamans et d'un autre côté les putains, vieille discrimination dont je ne nommerai pas, religieuse d'ailleurs. On voit encore beaucoup dans notre société française aussi, cette distinction entre d'un côté il y aurait la mère et de l'autre côté la putain, et ce regard. Et donc ça dépasse loin la pornographie, mais le vrai problème qui est posé, c'est vrai, c'est le problème de la liberté et le problème de comment réguler. Et je crois qu'il est là, on s'en reparle tout de suite après cette pause et on continue à recevoir des auditeurs. En tout cas, c'est très intéressant. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Cerise. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états.
13h50 sur Sud Radio. Nous sommes toujours avec Thérèse Argot, sexologue, qui vient nous voir pour son livre Tout le monde en parle, tout le monde en regarde ou presque. Comment le porno détruit l'amour. C'est aux éditions Albin Michel. Et on a des questions sur nos réseaux sociaux. Alors je vais synthétiser, on a 2 questions en une. Thérèse Argot, qu'est-ce que vous pensez des vidéos amateurs postées sur les sites gratuits, donc pas de l'industrie professionnelle? Et deuxième question, des plateformes de type OnlyFans ou Mime payante, où c'est des jeunes filles qui monétisent leur corps via des écrans. Bonne question. Oui, mais il y a eu un très grand scandale aux États-Unis sur une grosse plateforme dont je ne citerai pas le nom, mais une des plus grosses. On s'est rendu compte que ces vidéos postées ne respectaient pas toutes le consentement des personnes qui étaient mises en scène dans ces vidéos. Et donc, cette grosse plateforme a dû retirer un pourcentage très important de ces vidéos. Et donc, morale de l'histoire, en fait, on ne contrôle pas. On ne sait pas qui poste ça. On ne sait pas dans quelles conditions a été tournée la vidéo. On ne sait pas si tout le monde est d'accord avec le fait que cette vidéo soit en ligne. Mais il y a des adolescents qui monétisent. Voilà. Et alors, donc ça, c'est une première chose. Les adolescents qui monétisent, ça, c'est aussi un vrai sujet. À partir du moment où tu es collégien, tu es tout petit, tu apprends que la sexualité, finalement... c'est un objet de consommation comme un autre, parce que finalement, on peut monétiser tout ça. Tu peux, quand t'es biberonné au porno depuis que t'es enfant, collégien, lycéen, tu dis, et pourquoi pas gagner un peu d'argent en faisant ça. Et donc, on voit aussi que c'est devenu ultra accessible à n'importe qui de produire soi-même du contenu pornographique. Et de nouveau, dans quelles conditions, dans quel contexte, ça, on ne peut pas le protéger. Thérèse Argot aussi, ce sont des adultes consentants qui décident de faire leur cinéma avec les copains, etc., et qui décident de le rendre public. Après tout, c'est leur droit. C'est intéressant parce que finalement, on en revient à cette question du consentement. On veut s'assurer que ce produit soit quand même fait dans des conditions qui respectent l'intégrité de la personne humaine. Et donc, le consentement. Alors, le consentement, c'est un sujet qui est essentiel, mais qui est extrêmement complexe, parce qu'on sait qu'il peut y avoir des pressions économiques, sociales, etc., affectives, qui peuvent entraver notre consentement. Donc, on peut pas tout réduire à une sorte de consentement. Par contre, ce qui se passe actuellement, et je suis souvent en dialogue avec une personne que j'aime beaucoup, qui agit souvent sur le pseudo de Lisa Del Sierra, Émilie Delaunay, qui est productrice aujourd'hui de films pornographiques et ex-actrice, et qui, par exemple, plaide pour changer dans l'industrie de pornographique les conditions dans lesquelles sont tournées ces vidéos, avec ces fameuses coordinateurs d'intimité. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont présentes pour être sûres que le consentement est bien posé. Donc, ce sont des belles initiatives dans un sens, parce qu'on sent qu'on veut vraiment respecter les uns les autres, mais moi je dois dire... Coordinateur d'intimité, ça va être comme ça, c'est vraiment bientôt, le nom. ce sera Sentivity. Voilà. Mais bon, moi j'y crois moyennement, parce que je pense qu'en soi ça pose problème, mais c'est quand même intéressant, et on voit qu'on a besoin de s'assurer que ce qu'on regarde est fait dans des conditions qui soient respectueuses, parce que si ça ne l'est pas, en fait c'est grave. C'est-à-dire que le consommateur devient d'une certaine façon responsable aussi, parce qu'en tant que client d'un produit qui est fait dans des mauvaises conditions, oui, j'ai ma part de responsabilité. Non, ce que vous posez, c'est un grave problème, parce que on connaît beaucoup dans l'industrie du porno des gens qui en ont vécu, qui en ont bien vécu, et qui en sortent pas du tout. Alors, il y a effectivement toujours, comme partout, vous savez, comme dans l'industrie de la chaussure ou de la grande distribution, vous avez les esclaves et les serfs et les gens bien et les gens qui s'en sortent. Mais je voudrais vous poser une question, parce qu'on arrive... sur votre exercice de thérapeute, est-ce que vous hors antenne, m'avez dit, il y a des gens et des jeunes que je vois qui finissent par préférer la femme idéale qu'ils voient dans le film porno ou dans les feux à la fille ou la femme qu'ils peuvent rencontrer dans la vie. Oui, parce que pourquoi j'ai écrit ce livre ? Parce que moi, mon cabinet, il est plein à craquer d'hommes et de femmes qui ont des problèmes dans leur vie sexuelle, dans leur vie relationnelle, dans leur vie amoureuse, dus à la pornographie. Une des réalités que je peux constater, ce sont des jeunes gens entre 18 et 30 ans qui regardent du porno depuis qu'ils sont enfants, 10 ans, 11 ans, et qui sont habitués à ressentir de l'excitation sexuelle sur un certain type de corps. On sait tous quand même un peu trafiqué, mise en scène, ou avec des filtres, etc. Et ils ne ressentent plus d'attraction sexuelle pour des vraies femmes de la vraie vie, ou des vrais hommes de la vraie vie. Et ça pose aussi problème, parce que dans la relation à l'autre, il n'y a pas cette dimension sexuelle qui va venir. Autre chose, c'est que ça crée des dysfonctions sexuelles. Oui, les fameuses angoisses de performance qu'on connaît bien, nous les sexologues. C'est-à-dire que cette industrie, quand on regarde ces images-là... Quand je vois le type, comment il performe, il dit, oh là là. Et moi,
je suis pas aussi performant et j'ai peur de ne pas réussir à faire comme aussi bien. Et on sait bien que le pire ennemi dans la sexualité, c'est la peur. Si j'ai peur, plus rien ne fonctionne. Donc c'est là que on a toutes les dysfonctions. Et la pornographie a ce risque-là de générer des angoisses, de la peur et du coup des dysfonctions sexuelles. C'est vrai, Thérèse Argot, mais heureusement, moi j'adore le tennis et je ne me prends pas pour Novak Djokovic. Ouais, ben voilà, peut-être que si on comprend ça, ça va beaucoup nous aider aussi à faire la part des choses. Mais vous êtes adulte et capable de faire la part des choses. Et parfois, quand on est enfant, c'est difficile parce que la question de la comparaison, vous savez, quand on se construit par rapport à différents modèles. Et finalement, on n'a pas d'autres exemples de sexualité. Enfin, je veux dire, on voit pas d'autres choses. Donc, comme ça s'impose comme l'unique modèle, ça a une influence très importante sur nous. Ça veut dire parents, surveiller vraiment. Et éduquer vos enfants. Et renseignez-vous sur ce phénomène de société. Ne pensez pas que c'est la même chose qu'à votre époque. Ça a changé et il faut s'en intéresser. Je ne sais pas si le porno détruit l'amour. Je sais en tout cas que tout le monde en regarde. Thérèse Argot a écrit un livre, en tout cas qui mérite largement d'être lu. Merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps de parler de ce sujet. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. André Berkoff, vous revenez demain de midi à 14h comme d'habitude. Tout de suite, c'est Brigitte Lahaie qui va vous parler de pourquoi l'amour c'est si compliqué. Oui, ça c'est la question éternelle. À demain sur Sud Radio. C'est Cécile de Menibus, je vous souhaite une bonne année 2024 avec Sud Radio. Bonne année avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai.